De retour de Tokyo, je découvre 182 000 $ dans l'allée de mes parents. Mon père me traite d'égoïste. Je m'éloigne sans un mot, juste avant que le FBI n'arrive et n'arrête mon frère sous mes yeux. La première chose que j'ai remarquée en rentrant dans l'Ohio n'était pas la pluie. C'était à quel point la vie ordinaire paraissait incroyablement terne et grise après 14 mois de travail à Tokyo. À 7h14 un mardi matin, je me tenais sous les lumières fluorescentes vacillantes d'une station-service Speedway sur l'Interstate 71, fixant une rangée de boissons énergisantes comme si elle m'avait personnellement offensé. Quelque part derrière moi, un camionneur se disputait avec le caissier à propos de billets de loterie. Une machine à café n'arrêtait pas de biper toutes les 15 secondes parce que personne ne voulait remplir les grains. C'était des trucs de banlieue américaine normaux, et d'une certaine manière, tout semblait complètement faux. J'avais encore mon vieux sweat à capuche gris de l'aéroport. Les manches sentaient légèrement l'air de cabine recyclée et le café noir fort. Mes jeans foncés étaient froissés à force de dormir assis pendant le vol brutal de 14 heures de Narita à Chicago, puis la correspondance pour Columbus. J'avais moins l'air d'un analyste médico-légal en cybersécurité revenant d'un déploiement massif d'infrastructures cloud que d'un gars qui se cache d'un collecteur de dettes. Honnêtement, je sentais probablement comme un, aussi. J'ai pris le café noir le moins cher qu'ils avaient. Le caissier m'a à peine regardé. C'était un adolescent avec de l'acné rouge et une étiquette de nom qui pendait de travers sur sa chemise polo. Il a marmonné le total, 2,50 $. J'ai glissé ma carte de débit dans la machine en regardant par la fenêtre la pluie tapoter sur le capot de ma berline de location. Des nuages gris pendaient bas sur l'autoroute. Tout semblait délavé et froid. Puis le terminal a clignoté en rouge, refusé. Fonds insuffisant. J'ai cligné une fois, non pas parce que j'ai paniqué. Travailler dans la cybersécurité fait des choses étranges à votre système nerveux. Vous ne réagissez plus tout de suite. Quand un réseau tombe en panne ou qu'un pare-feu est violé, votre cerveau commence simplement à vérifier les variables comme un ordinateur qui essaie de redémarrer. La panique est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre lorsque des millions de dollars de données d'entreprise sont en jeu. J'ai retiré la carte, essuyé la puce sur mon jean et l'ai insérée à nouveau. Même message, refusé. L'adolescent m'a regardé comme les gens regardent les ratons laveurs fouillés dans les poubelles. T'as une autre carte, mec, a-t-il demandé. Non, ai-je dit calmement. Celle-là devrait fonctionner. Eh bien, elle ne fonctionne pas. C'est juste. Je me suis écarté pour qu'une femme en blouse d'hôpital bleu puisse acheter un paquet de cigarettes et un soda light à 7h du matin. L'Amérique ne change vraiment jamais. Je suis sorti, la pluie froide trempant mes épaules à travers mon sweat à capuche, et je me suis assis au volant de ma voiture de location. J'ai verrouillé les portes. Le bruit de la circulation sur l'autoroute était étouffé derrière la vitre. C'est là que j'ai ouvert mon application bancaire. En raison de ma profession, mes comptes personnels avaient une authentification à 2 facteurs, une connexion biométrique et une vérification cryptée. Je ne plaisantais pas avec mon argent. J'ai appuyé mon pouce sur le scanner. L'écran a chargé. Un petit cercle a tourné au centre de l'affichage. Puis le nombre est apparu. Solde disponible, 415,82 $. Je l'ai fixé pendant 10 secondes entières avant que mon cerveau ne rattrape mes yeux. Il n'y a pas eu de larmes. Il n'y a pas eu de souffle dramatique. Il n'y a pas eu de coup de volant. Il y avait juste des maths pures et froides parce que je savais exactement combien aurait dû se trouver sur ce compte. 182 417 $. Chaque dollar de cet argent était justifié. C'était le résultat de 14 mois de semaine de travail de 80 heures. C'était une prime de risque pour avoir géré des violations de données catastrophiques. C'était des nuits passées à fixer des lignes de code malveillants jusqu'à ce que mes yeux saignent. C'était des vacances manquées, des anniversaires manqués et manger des nouilles froides de dépanneur à 3 heures du matin dans un pays étranger. Ce compte était mon plan de sortie. Ce n'était pas pour un manoir. Ce n'était pas pour un faux style de vie sur Internet. C'était pour une maison solide et tranquille sur quelques hectares de terrain où personne ne pourrait me déranger. Quelque chose de simple, quelque chose que personne ne pourrait me prendre, sauf que quelqu'un l'avait déjà fait. J'ai rafraîchi l'application. Le nombre est resté le même, 115 $. J'ai ouvert l'historique des transactions. Mes yeux ont scanné l'écran et mon sang s'est complètement glacé. Des virements, des énormes, 45 000,
60 000, 30 000, tous étalés sur les 6 dernières semaines. Pendant que j'étais à l'étranger pour boucler mon contrat, l'argent avait été systématiquement drainé. J'ai vérifié la page des autorisations de compte, naviguant à travers les paramètres de sécurité. C'est là que je l'ai vu. L'accès autorisé au pouvoir de procuration. Le nom attaché à la signature numérique était Olivier, mon père. J'ai appuyé ma tête contre l'appui-tête et j'ai laissé échapper un court rire creux. Ce n'était pas drôle. J'ai ri parce que mon père avait vidé mes économies avec l'absolue confiance d'un homme qui rend une tondeuse à gazon qu'il a empruntée à un voisin. Je n'ai pas appelé la police tout de suite. Dans mon métier, on ne crie pas quand on se rend compte qu'on a été piraté. On sécurise le périmètre et on trace l'adresse IP. On rassemble les journaux. On construit la chronologie. Je savais que mon père n'était pas un cerveau criminel. C'était un entrepreneur en construction raté qui savait à peine utiliser sa propre télévision intelligente. Quelqu'un d'autre était impliqué, ou du moins quelqu'un d'autre en était la raison. J'ai sorti mon ordinateur portable là, sur le parking de la station-service. Je me suis connecté à mon hotspot mobile sécurisé. Je me suis connecté au portail bancaire fédéral sur mon navigateur et j'ai extrait les journaux d'accès brut. Il m'a fallu moins de 10 minutes pour trouver l'empreinte numérique, l'adresse IP qui a soumis le faux formulaire de procuration remonte directement au fournisseur d'accès Internet résidentiel de la maison de mes parents à Maplewood Estate. Ils n'ont même pas essayé de se cacher. Ils ont utilisé leur propre Wi-Fi domestique pour voler près de 200 000 $ à leur propre fils. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un SMS de ma tante Coralie. C'était la sœur de ma mère, une experte comptable, et honnêtement la seule personne saine d'esprit de toute ma famille élargie. Le SMS disait, « Denis, es-tu rentré aux États-Unis ? Appelle-moi. » Quelque chose d'étrange se passe avec les finances d'Olivier et Jules. J'ai fixé le texte. Jules, mon jeune frère, l'enfant prodige, le faux entrepreneur en crypto-monnaie. Soudain, l'argent manquant avait un sens parfaitement écœurant. J'ai répondu à Coralie, « Je suis de retour. » Je sais. Je m'en occupe. J'ai mis la voiture en marche. Les pneus ont sifflé sur le pavé mouillé alors que je prenais l'autoroute. Je me dirigeais vers Maplewood Estate, mais je ne rentrais pas pour une réunion de famille. J'allais sur une scène de crime. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas immédiatement appelé ma mère en pleurs ou pourquoi je ne me suis pas arrêté pour faire une crise de panique sur le bord de l'autoroute, il faut comprendre la famille dans laquelle j'ai grandi. Les familles toxiques ne se forment pas du jour au lendemain. Elles se construisent lentement, année après année, mensonge après mensonge, jusqu'à ce que le dysfonctionnement ressemble à une gravité normale. Dans ma famille, les rôles étaient attribués tôt. Jules, mon frère cadet de 4 ans, était l'enfant prodige. Il était bruyant, charismatique et complètement allergique au travail acharné. Mes parents, Olivier et Monique, le traitaient comme s'il était destiné à devenir le prochain grand milliardaire. Pendant ce temps, j'étais l'enfant invisible, la bête de somme, l'amortisseur émotionnel. Si Jules échouait, c'était parce que le monde était injuste envers son génie. Si je réussissais, c'était attendu, ignoré ou d'une manière ou d'une autre attribué aux excellentes compétences parentales de mes parents. En descendant l'autoroute grise de l'Ohio, mon esprit a ouvert ce que j'appelle le « musée de la douleur ». C'est une collection mentale de chaque fois que ma famille m'a montré exactement qui ils étaient. Pièce A, quand j'avais 19 ans. J'avais passé tout l'été à travailler de nuit dans un entrepôt, empilant des palettes jusqu'à ce que mes mains soient couvertes d'ampoules et que mon dos me fasse constamment mal. J'avais réussi à économiser 5 000 $. C'était l'argent de mes frais de scolarité pour le semestre d'automne. Un après-midi, j'ai vérifié mon compte courant et l'ai trouvé à découvert. Quand j'ai confronté ma mère, Monique, elle n'a même pas arrêté de couper les légumes pour le dîner. Elle a juste soupiré, essuyé ses mains sur une serviette et a dit, « Jules a eu un petit problème à l'école. Il a cassé du matériel. Nous avons dû payer l'école pour éviter qu'il ne soit expulsé. Nous avons juste emprunté ton argent, Denis. La famille est de la famille. Tu es intelligent. Tu peux contracter un prêt étudiant. » Elle n'a pas demandé. Elle m'a informé et a présenté son vol comme un noble sacrifice que je faisais pour la famille. Quand je me suis énervé, mon père, Olivier, est intervenu. Il a pointé un doigt épais et calleux sur ma poitrine et m'a dit d'arrêter d'être si dramatique.
Il a dit que j'étais égoïste de me soucier plus de mes cours universitaires que de l'avenir de mon frère. Ce jour-là, j'ai appris que mes limites étaient considérées comme des actes d'agression dans leur maison. Pièce B, toute la vie adulte de Jules. Jules était un entrepreneur autoproclamé. En réalité, c'était un « crypto-bro » qui ne vendait que du vent. Toute sa vie était une performance pour les médias sociaux. Il portait des costumes de créateur, prenait des photos devant des manoirs loués et parlait sans fin de revenus passifs, de levier et de « mince et hustle ». Il n'avait jamais occupé un vrai emploi pendant plus de 3 mois. Ses entreprises échouaient toujours parce qu'elles n'étaient que des pyramides de Ponzi enveloppées de mots à la mode. Et chaque fois qu'ils s'écroulaient, Olivier et Monique le sortaient d'affaires. Ils hypothéquaient leur maison. Ils vidaient leur retraite. Ils encourageaient ces délires parce qu'ils voulaient désespérément être les parents d'un PDG riche et prospère. Pièce C, l'ironie suprême. Pendant que Jules était occupé à poster des stories Instagram sur sa fausse « grain », j'étais celui qui travaillait réellement. Je me suis appris à coder. J'ai obtenu des certifications en cybersécurité. J'ai construit une carrière à partir de rien. Quand j'ai décroché le contrat massif à Tokyo, rapportant plus de 150 000 $ plus les bonus, je ne me suis pas vanté. J'ai discrètement fait mes valises et je suis parti. Le seul commentaire de ma mère avant que je ne monte dans l'avion était une plainte sur le fait que je ne serais pas là pour aider Olivier à réparer les gouttières cet hiver. Il ne respectait pas mon travail parce qu'il n'était pas tape à accent grave-l'œil. Je ne conduisais pas une voiture de sport. Je conduisais une Honda de 10 ans. Je ne portais pas de Rolex. Je portais une montre connectée. À leurs yeux, parce que je vivais modestement, mon argent ne servait à rien d'important. Il était juste là. Et dans un système familial toxique, toute ressource qui n'est pas activement utilisée pour servir l'enfant prodige est considérée comme un inventaire gaspillé. La pluie a cessé alors que je prenais la sortie pour Maplewood Estate. Le ciel était toujours couvert, mais les routes séchaient. J'ai serré le volant assez fort pour que mes jointures blanchissent. Mes parents ne m'ont pas volé parce qu'ils étaient désespérés. C'est une distinction très importante. Les gens volent du pain parce qu'ils ont faim. Les narcissiques volent vos économies parce qu'ils croient y avoir droit. Ils regardent votre travail acharné et voient un compte bancaire qui appartient au trust familial. Et dans ce trust, Jules était le seul bénéficiaire légitime. Pendant des années, j'ai joué le bon fils. Je suis resté discret. J'ai absorbé les insultes silencieuses. J'ai laissé Olivier me traiter de « nerd informatique » qui manquait de sens des affaires dans le monde réel. J'ai laissé Monique parader Jules lors de ses réunions de club de jardinage tout en faisant semblant que j'existais à peine. Je l'ai fait parce que je croyais que si j'étais juste assez indépendant, si je ne demandais rien, il finirait par me respecter. C'est le plus grand mensonge que l'on puisse se raconter lorsqu'on a affaire à une famille toxique. Vous ne pouvez pas gagner le respect de personnes qui vous considèrent fondamentalement comme un objet à utiliser. Je me suis engagé dans leur rue. Maplewood Estate ressemblait exactement à ce que j'avais laissé. Des maisons en briques identiques, des pelouses parfaitement entretenues, de minuscules boîtes aux lettres décoratives polies à l'éclat. Tout le quartier sentait le paillis humide et le désespoir silencieux. Les gens ici se souciaient plus de ce que pensaient leurs voisins que de la santé mentale de leurs propres enfants. Mes parents vivaient au bout du cul-de-sac. En m'approchant de leur maison, je l'ai vu. La raison pour laquelle mon compte bancaire était vide. La manifestation physique de mes 14 mois de sueur, de stress et d'isolement à Tokyo. J'ai garé ma voiture de location sur le trottoir à quelques maisons de là et j'ai mis le moteur en position de stationnement. Je ne suis pas sorti tout de suite. Je suis resté assis là et je l'ai fixé. La colère que je ressentais n'était pas chaude et explosive. Elle était glaciale. C'était le genre de colère qui rend votre vision extrêmement nette et votre rythme cardiaque lent. Ils pensaient que j'allais simplement céder. Ils pensaient que j'accepterais un autre discours sur la loyauté familiale. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Un analyste en cybersécurité sait construire des pare-feux. Mais plus important encore, un analyste en cybersécurité sait comment démanteler complètement des systèmes. Garé horizontalement dans l'allée, brillant sous le ciel gris de l'Ohio, se trouvait une toute nouvelle Porsche 911 Carrera. Elle était d'une teinte de bleu saphir magnifique et ostentatoire. Les jantes chromées scintillaient. Les plaques de concessionnaire étaient encore attachées à la lunette arrière.
On aurait dit un vaisseau spatial qui avait atterri au milieu d'une tragédie suburbaine. J'ai tout de suite su pourquoi elle était là. Jules, c'était son nouveau accessoire. Son nouveau levier pour convaincre de faux investisseurs que sa start-up crypto était en plein essor. Mes économies pour une maison, l'argent destiné à une vie tranquille dans les bois, avaient été transformés en une voiture de sport allemande pour que mon frère puisse paraître riche sur Internet. J'ai éteint la voiture de location, pris mon téléphone et suis descendu sur le trottoir humide. Mes bottes ne faisaient aucun bruit alors que je montais l'allée. J'ai dépassé la Porsche, traînant légèrement ma main sur le métal froid du capot, c'était comme toucher mon propre temps volé. Le PDSF d'une telle voiture, toutes options confondues, était facilement d'environ 145 000 $. Il restait environ 35 000 $ non expliqués. J'étais sûr de découvrir où cela était allé très bientôt. Je n'ai pas frappé à la porte d'entrée. Nous n'utilisions jamais la porte d'entrée en grandissant parce que Monique traitait le salon comme une exposition de musée. Je suis passé par l'entrée latérale et j'ai ouvert la porte. Elle était déverrouillée. Certaines choses ne changent jamais. L'odeur de cannelle, de café frais et de bougies à la vanille coûteuse m'a frappé instantanément. Je suis entré dans la cuisine et je me suis arrêté net. La cuisine avait été complètement vidée et rénovée. Les vieux comptoirs en formica avaient disparu, remplacés par un marbre blanc épais et brillant. Des armoires en chêne sur mesure atteignaient le plafond. Un énorme réfrigérateur intelligent en acier inoxydable bourdonnait doucement dans le coin. Il y avait une cave à vin intégrée qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Alors, c'est là que le reste de l'argent était allé. La cuisine de rêve de Monique. Ils étaient tous là. C'était une scène domestique parfaitement mise en scène. Monique se tenait près du nouvel îlot en marbre, arrangeant un énorme bouquet d'hortensias blancs dans un vase en cristal. Elle portait un chemisier en soie et ses cheveux étaient parfaitement coiffés comme si elle attendait l'arrivée d'un photographe de magazine. Olivier était assis au coin repas, sirotant un café biologique dans une tasse tout en lisant quelque chose sur sa tablette. Et Jules. Jules était appuyé contre le comptoir, portant un blazer bleu marine sur un t-shirt blanc impeccable, tenant son téléphone sur un trépied. Il était en direct. Et souvenez-vous les gars, disait Jules à son téléphone, sa voix dégoulinant de cette fausse confiance de conférencier motivant. La vraie richesse n'est pas d'accumuler de l'argent. C'est de déployer du capital. C'est d'avoir l'état d'esprit pour investir dans votre marque personnelle. Lorsque vous montrez à l'univers que vous êtes prêt pour le succès, l'univers vous le livre. Je suis entré pleinement dans la pièce. Le plancher en bois a légèrement craqué sous ma botte. Monique a levé les yeux la première. Le sourire sur son visage s'est figé, puis a fondu en un masque de pur calcul. Elle n'avait pas l'air heureuse de voir son fils aîné. Elle avait l'air agacée que je ruine l'esthétique de sa nouvelle cuisine. Denis, a-t-elle dit, sa voix tendue. Tu es rentré tôt. Je n'ai rien dit. J'ai juste gardé les yeux fixés sur elle. Olivier a levé les yeux de sa tablette. Il a froncé les sourcils, retirant ses lunettes de lecture. Denis, tu aurais dû appeler. Nous serions venus te chercher à l'aéroport. Jules a tapoté hâtivement l'écran de son téléphone, mettant fin à son live. Il m'a offert un grand sourire aveuglant qui n'atteignait pas ses yeux. Frère, tu es de retour, mec. Tu dois venir dehors voir la nouvelle caisse. L'univers a totalement pourvu cette semaine. J'ai marché lentement vers l'îlot en marbre. Je n'ai pas regardé les hortensias. Je n'ai pas regardé la nouvelle cuisinière fantaisie. J'ai fouillé ma poche, sorti mon téléphone, les déverrouillé et les posé face visible sur le comptoir en marbre, juste devant Olivier. L'écran affichait mon application bancaire. Solde disponible, 415 $. Le silence dans la cuisine est devenu absolu. Le seul son était le faible bourdonnement du nouveau réfrigérateur coûteux. Où est-il, ai-je demandé. Ma voix était parfaitement monocorde. Olivier a soupiré. Le genre de soupir lourd et exagéré qu'un parent donne à un enfant en bas âge qui fait une crise de colère dans une épicerie. Il a repoussé sa tablette et s'est penché en avant. Denis, assieds-toi. Parlons-en comme des adultes. Je suis debout, ai-je dit. Où est mon argent, Olivier? Monique s'est avancée, ses mains battant l'air de manière défensive. Maintenant, Denis, ne parle pas sur ce ton à ton père. Tu es parti longtemps.
Tu ne comprends pas la pression financière sous laquelle cette famille a été. Jules est à un tournant crucial avec sa société d'investissement. Il avait besoin d'un véhicule de société pour obtenir un financement massif de la part d'investisseurs providentiels. Une Porsche est un véhicule de société, ai-je demandé en regardant Jules. Jules a gonflé la poitrine, ajustant les revers de son blazer. L'image est tout dans mon industrie, Denis. Tu ne comprendrais pas. Tu ne fais que rester derrière un ordinateur toute la journée. Les investisseurs ont besoin de voir le succès pour financer le succès. Cela s'appelle l'effet de levier. Je te rembourserai avec intérêt une fois que le tour de financement sera bouclé le mois prochain. C'est un investissement dans l'héritage de notre famille. Tu as falsifié ma signature numérique sur un document fédéral de procuration, ai-je dit, en regardant Olivier. C'est une fraude par virement bancaire. Le visage d'Olivier est devenu rouge. Il a claqué sa main à plat sur le comptoir en marbre, faisant trembler les hortensias de Monique. N'utilise pas de menaces légales dans ma maison, a-t-il aboyé. Je suis ton père. Je t'ai élevé. Je t'ai donné un toit. Cet argent était juste là, sur un compte, ne faisant absolument rien pendant que ton frère luttait pour faire démarrer son entreprise. Nous l'avons utilisé pour assurer notre avenir, tous nos avenirs. Et les comptoirs en marbre, ai-je demandé en désignant la cuisine. C'était aussi un investissement dans l'héritage crypto de Jules. Monique a croisé les bras, ses lèvres minces formant une ligne dure. La maison avait besoin d'être rénovée. Cela augmente l'équité. Nous sommes très actifs en ce moment. Denis, tu ne comprends tout simplement pas la haute finance. Ils croyaient honnêtement à leurs propres mensonges. Ils avaient tellement déformé la réalité qu'ils pensaient vraiment que voler 180 000 $ était une stratégie financière intelligente. Ils considéraient mon argent comme l'argent de la famille, mais le succès de Jules comme le sien. Olivier s'est levé, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider. Regarde-moi, Denis. Arrête d'être égoïste. Tu n'as pas de femme. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas besoin d'une maison en ce moment. Ton frère construit un empire. Sois un bon frère pour une fois dans ta vie et soutiens-le. Tu récupéreras ton argent un jour. D'ici là, arrête de te comporter comme une victime et grandis. J'ai regardé Olivier. J'ai regardé Monique, qui hochait la tête en accord avec mon père. Et j'ai regardé Jules, qui souriait, complètement confiant qu'il s'en était sorti parce que ses parents le protégeaient. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas donné de coups de poing. Discuter avec des narcissiques, c'est comme verser de l'eau dans un trou noir. Ils se nourrissent de votre réaction émotionnelle. Ils veulent que vous criez pour pouvoir vous traiter de fou. Ils veulent que vous pleuriez pour pouvoir vous traiter de faible. J'ai tendu la main, pris mon téléphone sur le comptoir et l'ai remis dans ma poche. D'accord, ai-je dit doucement. Monique s'est détendue, laissant échapper un soupir. Tu vois, je t'ai dit qu'il comprendrait. Olivier, Denis est le plus pratique. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte latérale. Denis, où vas-tu, a appelé Olivier. Un soupçon de confusion dans sa voix. Nous faisons un dîner de célébration ce soir pour la nouvelle voiture de Jules. Tu devrais rester. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la porte, suis sorti dans l'air humide de l'après-midi et ai refermé la porte fermement derrière moi. J'ai dépassé la Porsche bleue sans un second regard, suis monté dans ma voiture de location et je suis parti. Si votre famille traitait vos économies comme un fonds de démarrage gratuit pour leur enfant prodige, exploseriez-vous ou vous éloigneriez-vous en silence? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous croyez que le silence est parfois l'arme la plus mortelle qu'une personne puisse utiliser, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Monique pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait que mon silence était une reddition. Elle n'avait aucune idée que je ne partais pas pour panser mes blessures. Je partais pour construire une cage. J'ai conduit directement jusqu'à un Airbnb que j'avais réservé sur mon téléphone depuis la voiture. C'était un petit studio générique au-dessus d'un café tranquille du centre-ville de Columbus, à environ 30 minutes de l'illusion de royaume de mes parents. C'était spartiate, propre, et surtout, il y avait une connexion internet fibre optique à haut débit. J'ai laissé tomber mon sac de sport par terre, me suis assis à la petite table à manger en bois et j'ai sorti mon équipement de travail, mon ordinateur portable personnel, un terminal sécurisé secondaire et une configuration de moniteur double portable.
En 10 minutes, mon poste de travail ronronnait. L'engourdissement émotionnel s'est estompé, remplacé par l'adrénaline froide et hyper concentrée que je ressentais habituellement en traquant un hacker parrainé par l'État essayant de pénétrer un serveur. Seulement cette fois, la cible n'était pas un syndicat anonyme. C'était mon propre sang. J'ai ouvert un dossier chiffré sécurisé sur mon bureau et l'ai nommé Opération Remboursement. D'abord, j'avais besoin de la preuve absolue et indéniable de la fraude. Je me suis reconnecté au portail bancaire fédéral et j'ai extrait les métadonnées exactes du document de procuration. J'ai téléchargé le PDF. J'ai zoomé sur la signature. C'était une trace numérique dessinée avec une souris ou un stylet. C'était censé être ma signature, mais l'inclinaison était entièrement fausse. Le D de Denis était en boucle de manière maladroite, comme Olivier écrivait toujours ses majuscules. C'était un faux grossier et arrogant. J'ai effectué un suivi de l'adresse IP qui avait téléchargé le document. Comme je l'avais vu plus tôt, elle remontait directement à leur routeur à Maplewood Estate. Mais j'avais besoin de plus qu'une simple adresse IP. J'avais besoin de l'appareil exact. En utilisant quelques scripts de porte dérobés que j'avais écrits pour le diagnostic réseau, j'ai épingé l'adresse MAC associée au téléchargement. Elle correspondait à un ordinateur de bureau exécutant une version obsolète de Windows. Le nom de profil utilisateur enregistré sur cette machine était Olivier-Admin. Je t'ai eu, ai-je chuchoté à la pièce vide. Ensuite, j'ai suivi l'argent. Les relevés bancaires montraient que les virements ne sont pas allés directement chez un concessionnaire automobile. Olivier les avait acheminés via une SARL qu'il avait créée il y a des années pour une entreprise d'aménagement paysager en faillite. À partir de ce compte de SARL, l'argent s'est fragmenté. 145 000 ont été versés à un concessionnaire d'importation automobile de luxe européen situé dans le nord de la ville. Le numéro de facture était joint au virement. J'ai piraté le portail client public du concessionnaire, qui avait une sécurité hilarante, et j'ai recoupé la facture. Cela a fait apparaître la facture de vente de la Porsche 911 Carrera bleu saphir. L'acheteur listé était Jules. L'adresse de livraison était la maison de mes parents. Il restait environ 37 000 $. J'ai suivi les fonds restants. 25 000 sont allés à un entrepreneur de rénovation de cuisine haut de gamme. 10 000 sont allés directement sur le compte courant personnel de Monique, qu'elle a immédiatement utilisé pour rembourser ses cartes de crédit platine. Et puis il y a eu une dernière transaction étrange. 2 000 $ virés à une bijouterie de luxe du centre-ville. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, fronçant les sourcils. Une bijouterie? Mon téléphone a vibré sur la table. C'était tante Coralie qui appelait. Je l'ai mise sur haut-parleur pendant que mes yeux continuaient à scanner les données. Denis. La voix de Coralie était vive et frénétique. J'ai vu ton message. Dis-moi qu'Olivier n'a pas fait ce que je pense qu'il a fait. Il l'a vidé, Coralie. 180 000. Tout. J'ai entendu une forte inspiration à l'autre bout du fil. Oh mon Dieu. Oh, Denis. Je suis tellement désolé. Je savais que quelque chose n'allait pas. Monique m'a appelé hier pour se vanter que Jules achetait une bague en diamant de 2 carats pour Solange. J'ai arrêté de taper. Solange. La fiancée de Jules, obsédée par le statut et détestable. Cela expliquait le virement à la bijouterie. Mon argent volé avait acheté la bague de fiançailles. Coralie a continué, sa voix tremblante de colère. Et la voiture et la cuisine. Monique a dit à toute la famille que ta compagnie t'avait donné un énorme bonus et que tu avais offert l'argent à la famille parce que tu déménageais à Tokyo définitivement. Ils ont dit à tout le monde que tu ne voulais pas l'argent. J'ai fermé les yeux un instant, absorbant l'ampleur du mensonge. Ils ne m'ont pas seulement volé. Ils ont assassiné mon personnage pour justifier le vol au reste du monde. Ils m'ont dépeint comme un fils riche et indifférent qui a donné son argent pour qu'il puisse jouer le rôle de parent béni et prospère. Je rassemble tous les dossiers maintenant, Coralie, ai-je dit, ma voix étrangement calme. J'ai les journaux IP. J'ai les documents falsifiés. J'ai les virements. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Coralie. Tu appelles la police? Non, ai-je dit, la police locale traitera cela comme un litige familial civil. Ils me diront de porter l'affaire devant un tribunal de première instance. Il s'agit d'une fraude par virement bancaire fédéral, d'un vol d'identité et d'un transfert illégal de fonds entre États.
Je vais directement au FBI. Il y a eu un long silence au téléphone. Denis, a dit Coralie doucement. Si tu fais ça, Olivier ira en prison fédérale. Jules sera accusé de complicité pour recel de biens volés. Cela les détruira. J'ai fixé l'écran, la signature falsifiée que mon père avait créée pour voler mon avenir. Ils se sont détruits eux-mêmes, Coralie. Je ne fais que fournir la documentation. J'ai raccroché. J'ai passé les 4 heures suivantes à organiser les données. Je n'ai pas seulement imprimé des relevés bancaires. J'ai construit une chronologie médico-légale. J'ai codé en couleur chaque transaction. J'ai recoupé les journaux IP avec les données de géolocalisation. J'ai joint la facture de la Porsche, le reçu de la bague en diamant et la facture de l'entrepreneur pour les comptoirs en marbre. J'ai tout compilé dans un document PDF chiffré de 85 pages. C'était un chef-d'œuvre de la criminalistique numérique. C'était une preuve froide, dure et indéniable d'un crime fédéral. Il n'y avait pas de place pour l'émotion dans ces 85 pages. Il n'y avait pas de place pour les larmes de Monique ou les excuses d'Olivier. C'était la vérité pure et mortelle. J'ai sauvegardé le fichier sur 3 clés USB chiffrées distinctes. J'en ai mis une dans ma poche, une dans mon sac et j'ai téléchargé une copie fantôme sur un serveur cloud sécurisé. Le soleil s'était couché, et les lumières des rues de Columbus brillaient à travers la fenêtre de l'appartement. Ma famille pensait qu'elle avait affaire à une victime docile et silencieuse. Ils pensaient que parce que je n'avais pas crié dans la cuisine, j'avais accepté mon destin. Ils avaient fondamentalement mal compris qui j'étais. Je n'avais pas besoin de crier. J'étais un professionnel du démantèlement de réseaux sécurisés. Démanteler un empire familial factice allait être le travail le plus facile que j'ai jamais eu à faire. J'ai réglé mon réveil à 6 heures du matin. Il était temps de trouver quelqu'un en costume sombre qui savait exactement comment lire 85 pages de conséquences. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. L'adrénaline dans mon système était une combustion lente et régulière. Quand mon réveil a sonné à 6 heures, j'étais déjà éveillé, fixant le plafond, repassant la séquence des événements dans ma tête. J'ai pris une douche, mis une chemise noire boutonnée propre et un blazer sombre, et j'ai pris l'enveloppe cartonnée contenant les clés USB imprimées et une copie papier du résumé exécutif de mon rapport de 85 pages. Avant que je ne puisse quitter l'Airbnb, mon téléphone a commencé à exploser de notifications. Les singes volants avaient été dépêchés. Dans les dynamiques familiales toxiques, les singes volants sont les proches et amis manipulés par le narcissique pour attaquer la victime en son nom. Olivier et Monique devaient avoir réalisé que ma sortie silencieuse d'hier était dangereuse. Ils avaient besoin de me forcer à retourner dans la fosse émotionnelle pour pouvoir contrôler le récit. Le premier message venait de mon oncle Corentin, le jeune frère d'Olivier. C'était un homme qui passait la majeure partie de sa vie à boire de la bière bon marché et à défendre des comportements exécrables. Le message disait « Salut Denis, ton père m'a dit que tu avais fait une scène à propos de la nouvelle voiture de Jules. Tu es sérieux là? Tu gagnes 6 chiffres en restant dans une pièce climatisée pendant que ton frère est dehors à bosser dur. Arrête d'être un salaud égoïste et soutiens ton sang. Tu brises le cœur de ta mère. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris une capture d'écran et l'ai ajoutée à un dossier de preuves sur mon téléphone. 2 minutes plus tard, un autre message. Cette fois de Solange, la fiancée de Jules. Elle a envoyé une photo de sa main posée sur le volant de la Porsche. Une énorme bague en diamant voyante scintillait à son doigt. La légende disait, tellement béni d'épouser un homme qui sait pourvoir. Merci à mes incroyables futurs beaux-parents d'avoir réalisé nos rêves. Béni Crypto King Family avant tout. Elle n'avait aucune idée qu'elle portait des biens volés. Ou peut-être qu'elle le savait et qu'elle s'en fichait. L'audace m'a retourné l'estomac, mais elle a aussi cristallisé ma détermination. Ils célébraient activement leur vol. Ils exhibaient mon avenir volé sur les réseaux sociaux pour des likes. Puis mon téléphone a vibré avec un autre type de notification. C'était une alerte bancaire de mon application de carte de crédit secondaire. Transaction refusée. Tentative de débit, $2400 au Velvet Room Nightclub. J'ai fixé l'écran, ma mâchoire serrée. Le Velvet Room était un club haut de gamme du centre-ville de Columbus. Jules avait une carte secondaire sur mon compte il y a des années. À l'époque où j'avais stupidement essayé de l'aider à payer ses courses pendant l'une de ses phases de démarrage. J'avais bloqué cette carte spécifique numériquement depuis Tokyo au moment où j'ai vu mon compte d'épargne vidé,
mais je ne l'avais pas encore officiellement annulé. Jules était dans un club un mardi soir, essayant de dépenser plus de 2000 $ en champagne pour impressionner ses faux amis crypto en utilisant ma carte de crédit quelques heures après que je les ai confrontés au sujet du vol de mes économies. L'arrogance absolument stupéfiante de cela. Il croyait vraiment qu'il n'y avait aucune conséquence à ses actions. Il pensait que j'étais un puits d'argent infini dans lequel il pouvait puiser quand il voulait jouer aux riches. Mon téléphone a sonné. C'était Jules. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Je n'ai pas dit bonjour. Denis, mon frère. La voix de Jules était forte, légèrement pâteuse à cause du bruit de la musique de club en arrière-plan. Eh, mec. Ta carte de secours déconne. Le barman me pose des problèmes. Tu peux te connecter à ton application et la déverrouiller? J'ai de gros investisseurs ici, mec. J'ai besoin de couvrir cette table. Je te ferai un virement Venmo demain. Promis. Je me tenais près de la fenêtre de l'Airbnb, regardant le trafic matinal. Jules, ai-je dit doucement. Tu essaies d'acheter du champagne avec ma carte de crédit après que toi et Olivier ayez volé 180 000 $ sur mon compte bancaire. Allez, mec. Ne sois pas comme ça, gémit Jules, la fausse bravoure s'estompant un instant. Je t'ai dit que cet argent est un investissement. C'est un levier. Déverrouille juste la carte. Mon frère, tu me fais honte devant mes clients. J'ai pris une profonde inspiration. Jules, ça vaut le champagne que tu as déjà parce que c'est le dernier verre que tu auras en homme libre. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Je suis immédiatement allé dans l'application et j'ai annulé la carte de façon permanente. Ensuite, j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué Olivier. J'ai bloqué Monique. J'ai bloqué l'oncle Corentin. J'ai systématiquement coupé chaque lien numérique me reliant à cette famille. Le silence qui a suivi était profond. Ce n'était pas le silence de la reddition. C'était le silence avant une détonation. J'ai attrapé l'enveloppe cartonnée, suis sorti et j'ai conduit directement au bâtiment fédéral Gilles et Edgar Hoover au centre-ville de Columbus. Le bâtiment était un bloc imposant de béton et de verre. Il représentait la bureaucratie, les règles, et surtout, un manque absolu d'investissement émotionnel dans le drame de ma famille. J'ai passé les scanners de sécurité, j'ai donné ma pièce d'identité aux gardes armés et j'ai demandé à parler à un agent de la division des crimes financiers concernant une affaire de fraude par virement bancaire et de vol d'identité. Je me suis assis dans la salle d'attente froide et stérile pendant 20 minutes. Pas de magazine, pas d'éclairage doux, juste le bourdonnement du système de CVC et le cliquetis des claviers. C'était l'exact opposé de la cuisine chaleureuse et parfumée à la cannelle de Monique. C'était parfait. Une porte s'est ouverte et un homme grand, l'air épuisé, en costume sombre froissé est sorti. Il s'est présenté comme l'agent spécial Thaddée. Il avait l'air d'un homme qui avait passé les 20 dernières années à écouter les gens mentir sur l'argent. Il m'a conduit dans une petite salle d'interrogatoire avec une table en métal et 2 chaises inconfortables. Thaddée s'est assis avec un bloc-notes juridique, me regardant avec un léger scepticisme. Alors, monsieur Duval, la réception dit que vous voulez signaler une fraude par virement bancaire impliquant des membres de votre famille. Écoutez, je serai honnête. Habituellement, quand les gens viennent ici pour de l'argent familial, c'est un litige civil concernant un testament ou un compte joint. Nous ne traitons pas les disputes familiales. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas essayé de le persuader avec une histoire émotionnelle sur mes rêves volés. J'ai simplement déclipsé l'enveloppe cartonnée et j'ai fait glisser le résumé exécutif imprimé de 85 pages sur la table en métal, accompagné de l'une des clés USB chiffrées. Ce n'est pas une dispute familiale, agent Thaddée, ai-je dit, ma voix stable. C'est un cas documenté de fraude par virement bancaire, de falsification numérique de documents fédéraux de procuration et de blanchiment d'argent inter-État totalisant 182 000 $. Les journaux IP, les adresses MAC, les reçus de virement et les signatures falsifiées sont recoupés dans la section 2. Les actifs physiques achetés avec les fonds volés, y compris une Porsche 911 actuellement garée dans une allée résidentielle, sont suivis dans la section 4. Thaddée a arrêté de cliquer sur son stylo. L'ennui a disparu de ses yeux. Il a ouvert le dossier. Il a lu la première page. Puis il a tourné la seconde. Il a passé les 10 minutes suivantes à feuilleter les traces IP et les journaux bancaires. La pièce était complètement silencieuse. Il a levé les yeux vers moi.
Son expression avait complètement changé. Elle était vive, prédatrice. Votre père a falsifié votre signature numérique en utilisant son propre réseau domestique, a demandé Thaddée, presque incrédule. Oui, ai-je répondu, et il a acheminé l'argent via une SARL défunte avant d'acheter une voiture de sport. Oui, Thaddée s'est penché en arrière sur sa chaise et a expiré un long souffle. Votre père est c'est le consensus général. Oui, ai-je acquiescé. Thaddée a tapoté la clé USB. Êtes-vous prêt à porter plainte officiellement? Vous comprenez que si je vérifie ces données et que je les présente à un juge fédéral, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Nous parlons d'inculpation fédérale. Nous parlons de peine de prison pour votre père et potentiellement votre frère. J'ai regardé Thaddée droit dans les yeux. Je ne ressentais absolument plus rien pour les personnes dans cette maison. Ils avaient brûlé le pont, pulvérisé les cendres et vendu le terrain sur lequel ils se tenaient. Je ne suis pas ici pour des excuses, agent Thaddée, ai-je dit. Je suis ici pour un mandat d'arrêt. Si vous aimez cette histoire jusqu'à présent, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime de la vidéo, de vous abonner à la chaîne Les Carnets de la Vengeance, et de laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez actuellement. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre davantage de personnes qui pourraient être confrontées à des familles toxiques. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à la vengeance. Ce que les gens ne comprennent pas à propos du gouvernement fédéral, c'est qu'il ne bouge pas rapidement. Mais quand il décide enfin de bouger, il bouge avec le poids écrasant d'un glacier. J'ai passé les 4 jours suivants à vivre dans ce petit Airbnb au-dessus du café, en attendant. L'agent spécial Thaddée avait pris ma clé USB cryptée et le dossier physique de 85 pages. Il n'a fait aucune grande promesse. Il n'a offert aucun soutien émotionnel. Il m'a juste dit de garder mon téléphone allumé et de ne absolument, sous aucun prétexte, contacter qui que ce soit de ma famille. Ce fut l'instruction la plus facile que j'ai jamais reçue de ma vie. Ces 4 jours furent une leçon magistrale sur la double réalité bizarre de vivre avec une famille toxique. De mon côté, il y avait un silence absolu. Je buvais du café noir, allais courir dans l'air froid du matin et surveillais mes comptes gelés restants. J'ai regardé la ville se réveiller et s'endormir. Je ressentais une paix étrange et vide. Mais de l'autre côté du mur numérique que j'avais construit, ma famille donnait une représentation théâtrale de succès. Même si j'avais bloqué leur numéro, tante Coralie me tenait au courant. Elle m'envoyait des captures d'écran des pages de Monique et Jules sur les réseaux sociaux. Ils étaient complètement inconscients de l'enquête fédérale qui s'enroulait discrètement autour de leur vie. Jules a posté une photo fortement filtrée de lui-même debout devant la Porsche bleu saphir, portant un ridicule survêtement de créateur. La légende disait, travaillez dur en silence. Laissez le succès faire le bruit. De grandes choses arrivent ce week-end. Célébrez le prochain chapitre de l'Empire avec ma reine. Il a tagué Solange, sa fiancée, qui a répondu par une série d'émojis de diamants. Monique n'était pas en reste. Elle a posté une longue mise à jour de statut excessivement émotive sur la chance qu'elle avait d'avoir un fils comme Jules, qui révolutionnait le monde des affaires. Elle a glissé avec désinvolture une mention de ses nouveaux comptoirs de cuisine en marbre, affirmant que c'était un cadeau de ses garçons. Elle réécrivait l'histoire en temps réel, peignant l'image d'une famille parfaite et riche où tout le monde se soutenait mutuellement. Elle a même eu l'audace d'écrire, tellement triste que notre aîné Denis soit trop occupé à l'étranger pour célébrer avec nous, mais nous savons qu'il nous encourage. J'étais assis dans la même ville, à 3 mètres de là, lisant ce post en buvant de l'eau du robinet dans un gobelet en papier. La demi-mesure était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Ils croyaient vraiment que s'ils projetaient suffisamment de fausses richesses sur Internet, la réalité se plierait comme par magie pour s'adapter à leurs mensonges. Jeudi après-midi, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais j'ai reconnu l'indicatif régional. Monsieur Duval, a dit la voix à l'autre bout, c'était l'agent spécial Thaddée. Son ton était sec, dépouillé de toute chaleur conversationnelle. Nous avons traité l'expertise numérique. Vos journaux étaient impeccables. Notre division cyber a corroboré les traces IP jusqu'à l'adresse de Maplewood Estate et nous avons extrait les images de vidéosurveillance interne de l'agence bancaire où le virement initial a été verbalement autorisé. Par téléphone. Nous avons votre père sur un enregistrement audio tentant de vérifier votre identité. J'ai fermé les yeux, laissant l'information m'envahir. Le procureur des États-Unis a-t-il approuvé les mandats, ai-je demandé.
Thaddée a marqué une fraction de seconde de pause. J'entendais le faible bruit de papier qui se froissait sur son bureau. Le juge fédéral a signé les mandats d'arrêt il y a 1 heure, a-t-il confirmé. Nous allons procéder à une saisie d'actifs et effectuer les arrestations ce week-end. Selon notre surveillance, votre famille organise un grand rassemblement à leur résidence dimanche après-midi. Une fête de fiançailles, ai-je dit d'une voix neutre. Jules va officiellement demander sa petite amie Solange en mariage. Ils utilisent mon argent volé pour organiser une fête pour eux-mêmes. Eh bien, a répondu Thaddée, sa voix sèche. Ils sont sur le point d'avoir beaucoup d'invités non désirés. Nous intervenons exactement à 14 h dimanche après-midi. Ne vous approchez pas de la maison, Denis. Ne les alertez pas. Quand la descente aura lieu, ce sera chaotique, et je ne veux pas que vous interfériez avec les agents fédéraux. Je comprends, ai-je dit. Je ne vous gênerai pas. J'ai raccroché et posé le téléphone sur la table en bois. Je n'ai pas ressenti d'élan de victoire. Je n'ai pas eu envie d'applaudir. J'ai juste ressenti une profonde et lourde fatigue s'installer dans mes os. Mon père avait littéralement enregistré sa propre voix en volant mon identité. Il avait laissé une trace si évidente qu'un étudiant en cybersécurité de première année aurait pu le retrouver. Il l'a fait parce qu'il croyait sincèrement que je n'oserais jamais le défier. Il pensait que son autorité en tant que père supplantait la loi fédérale. Vendredi et samedi se sont déroulés dans un flou. J'ai passé la majeure partie de ce temps à organiser mon propre avenir. J'ai commencé à chercher des annonces immobilières loin de l'Ohio. J'ai regardé des cabanes dans le nord-ouest Pacifique, des maisons avec des terres dans le Montana, des endroits où le voisin le plus proche était à des kilomètres. J'étais prêt à disparaître complètement de leur monde. Mais d'abord, je devais regarder leur monde brûler. Le dimanche matin est arrivé avec un soleil vif et piquant. Les nuages gris qui avaient plané sur Columbus pendant des jours se sont finalement dissipés, laissant un ciel bleu clair et vif. C'était le temps parfait pour une fête de banlieue en plein air. C'était le temps parfait pour une tragédie. J'ai quitté l'Airbnb à midi. J'ai fait mes bagages, pris mon ordinateur portable et suis monté dans ma berline de location. J'ai conduit lentement vers Maplewood Estate, mon cœur battant d'un rythme régulier et sourd contre mes côtes. Je savais que Thaddée m'avait dit de rester à l'écart, mais je savais aussi que je ne pouvais pas manquer ça. J'avais passé toute ma vie à être l'accessoiriste invisible de leur drame familial. Aujourd'hui, le rideau tombait enfin, et j'allais regarder le dernier acte. J'ai garé ma voiture de location générique dans une rue secondaire à 2 pâtés de maison de la maison de mes parents. J'avais une vue dégagée sur leur allée, mais j'étais assez loin pour que personne ne remarque une voiture garée au hasard. J'ai baissé légèrement la vitre pour laisser entrer la brise fraîche d'automne. J'ai regardé l'horloge numérique sur le tableau de bord. 13h45. Encore 15 minutes. Je me suis penché en arrière sur le siège conducteur et j'ai observé le quartier. Maplewood Estate était en pleine effervescence. Des traiteurs en chemise blanche impeccables transportaient des plateaux de nourriture vers le jardin de mes parents. Des voisins marchaient dans la rue, vêtus de leurs plus beaux atours, portant des cadeaux joliment emballés. Et là, juste au centre de l'allée, positionné comme un monument à leur propre avidité, se trouvait la Porsche bleu saphir. J'ai pris une profonde inspiration, sentant la légère odeur de fumée de barbecue flotter dans l'air. Le piège était tendu. L'appât avait été pris. La seule question était maintenant de savoir à quel point il hurlerait lorsque les mâchoires se refermeraient enfin. De l'endroit où j'étais garé, j'avais une vue parfaite sur la grande illusion que mes parents avaient construite. C'était un chef-d'œuvre du théâtre de banlieue. Monique n'avait ménagé aucune dépense, utilisant le reste de mes économies pour transformer leur pelouse et leur allée en un espace événementiel haut de gamme. Il y avait des tentes pop-up blanches immaculées abritant des tables élégamment dressées. Un quatuor à cordes, oui, un vrai quatuor à cordes, jouait de la musique classique douce près du porche. Je pouvais voir des serveurs circuler avec des plateaux d'argent de flûtes de champagne et de mini-crabes. Tout le quartier était là. Le président de l'association des propriétaires, les dames du Garden Club de Monique, les anciens copains de golf d'Olivier, ils étaient tous là, riant, sirotant du vin coûteux et admirant le joyau absolu de l'événement, la toute nouvelle Porsche 911 Carrera. Olivier l'avait garée horizontalement dans la large allée, de sorte qu'il était impossible de la manquer. Il avait même passé la matinée à la cirer car la peinture bleu saphir reflétait la lumière du soleil de l'après-midi comme une énorme pierre précieuse.
J'ai sorti une paire de jumelles compactes de mon sac de sport et les ai portées à mes yeux. Je pouvais voir Olivier debout près du pare-choc avant de la voiture de sport. Il portait un costume d'été gris clair, tenant un verre de bourbon. Il tenait la cour, entouré de 3 autres hommes d'âge moyen. Olivier gesticulait grandement vers le bloc moteur, leur racontant sans doute une histoire fabriquée sur la façon dont son brillant fils Jules avait conclu un énorme accord de capital risque. Olivier avait l'air si incroyablement fier. Cela me tordait l'estomac. Il portait la fierté qu'il m'avait volée. Puis mes jumelles se sont posées sur Monique. Elle était dans son élément. Elle portait une robe de créateur à fleurs fluides et un grand chapeau de soleil. Elle guidait un groupe de femmes du quartier vers les marches d'entrée et dans la maison. Je savais exactement ce qu'elle faisait. Elle leur faisait visiter la nouvelle cuisine en marbre. Elle montrait les armoires sur mesure et le réfrigérateur à vin que ma prime de risque de Tokyo avait acheté. Elle absorbait leur envie comme une éponge, se nourrissant de la validation qu'elle désirait plus que l'oxygène. Et puis il y avait Jules. Jules est sorti sur le porche, tenant Solange par la main. Solange portait une robe de cocktail blanche ajustée et elle avait sa main gauche levée délibérément haut, s'assurant que la bague en diamant de 2 carats captait la lumière du soleil. Jules était vêtu d'un costume bleu marine sur mesure sans cravate, ressemblant parfaitement au millionnaire de la technologie qu'il prétendait être. Quelqu'un a tapoté une cuillère contre une flûte de champagne, et le faible murmure de la foule s'est calmé. Le quatuor à cordes a cessé de jouer. Jules a attrapé un microphone d'un petit système de sonorisation qu'ils avaient installé près de la porte. Merci à tous, la voix de Jules a résonné dans la rue, amplifiée et dégoulinante de charisme artificiel. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour célébrer avec Solange et moi. J'ai légèrement baissé les jumelles, écoutant sa voix portée sur les pelouses parfaitement entretenues. Vous savez, beaucoup de gens me demandent quel est le secret du succès. Jules a continué, marchant lentement sur le porche comme s'il donnait une conférence TED. Il voit la voiture, il voit la bague, il voit le style de vie, et il pense que ça arrive du jour au lendemain. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est l'effort. Il ne voit pas les nuits blanches. Il ne voit pas l'état d'esprit implacable qu'il faut pour manifester sa propre réalité. J'ai serré le volant de ma voiture de location jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. Le culot absolu de cet homme. Il donnait des leçons aux gens sur le travail acharné alors qu'il se tenait sur un Porsche rénové avec mon argent à côté d'une voiture achetée avec mon argent, portant un costume acheté avec mon argent. Mais je n'ai pas fait ça seul, a dit Jules, en désignant Olivier et Monique. Je veux lever mon verre à mes incroyables parents. Ils ont cru en ma vision quand personne d'autre ne l'a fait. Ils ont fourni les fondations de mon empire. La famille est tout, les amis. Quand vous avez une famille qui soutient vos rêves, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez exploiter. La foule a éclaté en applaudissements polis. Olivier a levé son verre de bourbon en guise de salut, essuyant une fausse larme de son œil. Monique rayonnait, pressant ses mains contre sa poitrine dans une démonstration de fierté maternelle écrasante. À l'Empire, a crié Jules dans le microphone, levant sa flûte de champagne. À l'Empire, a répété la foule. J'ai regardé l'horloge numérique sur le tableau de bord. 13h58. J'ai posé les jumelles et j'ai baissé complètement ma vitre. L'air était immobile. Les applaudissements se sont éteints, remplacés par le tintement des verres et le faible bourdonnement des bavardages de félicitations. Jules a tiré Solange pour un baiser très chorégraphié, s'assurant que les femmes du quartier jetaient un bon coup d'œil à la bague en diamant. C'était le point culminant de leur vie. Ils avaient atteint l'image exacte qu'ils avaient toujours voulu. Ils étaient la famille riche, réussie et belle au bout du cul-de-sac, et tout cela était entièrement faux. Chaque atome de cela était construit sur une fondation de fraude fédérale par virement et de trahison. J'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur. Tournant le coin au bout de la rue, se déplaçant en parfaite et silencieuse harmonie, se trouvaient 3 VUS Ford Explorer noir mat. Ils n'avaient aucune marque, aucun gyrophare allumé, aucune sirène hurlante. C'étaient juste d'énormes véhicules sombres aux vitres teintées qui se déplaçaient avec une détermination terrifiante. Les quartiers résidentiels fonctionnent par reconnaissance de forme. Les gens qui y vivent remarquent quand le camion de la poste est en retard. Ils remarquent quand un étranger promène un chien sur leur trottoir. Alors, quand 3 véhicules fédéraux identiques et menaçants défilent dans la rue en formation tactique, l'atmosphère change instantanément. Le faible bourdonnement de bavardage à la fête a commencé à s'estomper. Les têtes ont commencé à tourner.
Un par un, les voisins ont arrêté de boire leur champagne. Les serveurs ont arrêté de transporter les plateaux. Le quatuor à cordes, qui venait de recommencer à jouer, a hésité et s'est arrêté. Les 3 VUS noirs n'ont pas ralenti pour chercher une adresse. Ils savaient exactement où ils allaient. Ils se sont arrêtés sur le trottoir directement devant la maison de mes parents. Le VUS de tête a fait une embardée, coupant l'entrée et bloquant la Porsche bleu saphir d'un seul mouvement. Le deuxième VUS a bloqué l'arrière. Le troisième s'est garé en diagonale en travers de la rue, coupant toute voie d'évasion. Le silence qui s'est abattu sur Maplewood Estate était si absolu qu'il semblait être un vide. Jules était toujours debout sur le porche, le microphone pendant mollement dans sa main. Son faux sourire éclatant a lentement disparu de son visage, remplacé par un regard de confusion totale. Olivier a abaissé son verre de bourbon, son front se plissant d'irritation. Il pensait probablement que quelqu'un avait engagé un détail de sécurité ridicule pour la fête, comme une blague. Mais je savais la vérité. L'illusion était terminée. La facture venait d'arriver à table. Êtes-vous prêt à voir ce qui se passe quand le FBI s'invite à la fête de fiançailles d'un faux millionnaire? Les portes des 3 VUS noirs se sont ouvertes simultanément. C'était un mouvement synchronisé, très pratiqué. 12 agents sont sortis. Ils ne portaient pas les coupe-vents que l'on voit dans les films. Ils portaient des gilets tactiques sombres sur des chemises boutonnées, de lourdes ceintures utilitaires et des oreillettes. Ils se déplaçaient avec une efficacité calme et terrifiante qui ne vient que de personnes qui savent qu'elles possèdent une autorité absolue. L'agent spécial Thaddée est sorti du côté passager du véhicule de tête. Il ne se pressait pas. Il semblait complètement insensible à la fête somptueuse, aux tentes blanches ou à la foule qui regardait fixement. Il tenait une épaisse pochette cartonnée dans sa main gauche. Olivier, supposant toujours qu'il était l'homme le plus important de n'importe quelle pièce, a gonflé la poitrine et s'est dirigé vers le bord de l'allée. Son visage était rougi de colère. Il pensait toujours qu'il contrôlait la situation. « Excusez-moi » a hurlé Olivier, utilisant sa voix tonitruante d'entrepreneur. « Qu'est-ce que vous croyez faire? Vous bloquez le véhicule de mon fils. C'est une propriété privée. Nous organisons un événement privé. » Thaddée n'a même pas cligné des yeux. Il s'est arrêté au bord de l'allée, ignorant complètement les 50 invités qui regardaient en silence stupéfait. Il a ouvert la pochette cartonnée. « Olivier Duval » a demandé Thaddée. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait un poids qui fendait l'air chaud de l'après-midi comme une lame de rasoir. « Je suis Olivier Duval » a claqué mon père, gesticulant avec colère vers les VUS. « Et j'exige de savoir qui est responsable ici. Vous ruinez la célébration de ma famille. Je suis l'agent spécial Thaddée de la division des crimes financiers du Federal Bureau of Investigation, a dit Thaddée calmement, tirant son insigne de sa ceinture et le tenant pour qu'Olivier le voie. La couleur a fui le visage d'Olivier si vite que cela ressemblait à un tour de magie. La colère s'est évaporée, remplacée par une prise de conscience soudaine et écœurante. Il a reculé d'un demi-pas. Thaddée a élevé la voix, s'assurant que chaque voisin, chaque ami du club de campagne, et chaque femme du club de jardinage entendait exactement ce qu'il allait dire. Olivier Duval, j'ai un mandat d'arrêt fédéral pour vous pour fraude par virement bancaire, vol d'identité et transfert illégal de fonds protégés par le gouvernement fédéral. Retournez-vous et mettez vos mains derrière votre dos. Le quartier a eu un sursaut. C'était un véritable soupir collectif. Une femme près du stand de crabe a laissé tomber sa flûte de champagne. Elle s'est brisée sur le pavé, le son résonnant comme un coup de feu dans le silence de mort. « Attendez, attendez, attendez » a bégayé Olivier, ses mains se levant défensivement. « C'est une erreur. C'est un énorme malentendu. Je n'ai rien volé. J'ai juste emprunté de l'argent à mon fils. C'est une affaire de famille. La loi fédérale ne considère pas la falsification d'une signature numérique pour drainer 182 000 $ entre les États comme une affaire de famille, monsieur, a répondu Thaddée froidement. 2 agents se sont avancés, se déplaçant efficacement pour flanquer Olivier. Retournez-vous maintenant. Avant qu'Olivier ne puisse obéir, Monique s'est frayé un chemin à travers la foule. Elle hyperventilait, son grand chapeau de soleil de travers. Son visage était tordu de pure panique. « Enlevez vos mains de mon mari » a hurlé Monique, sa voix sociale parfaitement soignée complètement détruite. « Vous ne pouvez pas faire ça. Savez-vous qui nous sommes?
Nous sommes des gens respectables. C'est la fête de fiançailles de mon fils. Madame, reculez, a ordonné l'un des agents qui le flanquait, sa main posée négligemment mais fermement sur sa ceinture utilitaire. Monique l'a ignoré, se tournant frénétiquement vers la foule de voisins. C'est mon fils aîné, Denis, a-t-elle crié. Les larmes ruinant son maquillage coûteux. Il est instable. Il a toujours été jaloux de Jules. Il invente tout ça parce qu'il est amer. J'ai regardé de la voiture, sentant un œuf froid dans mon estomac. Même maintenant, même avec des agents fédéraux debout dans son allée, son premier instinct était de me jeter sous le bus pour sauver son image publique. Elle préférait qualifier son propre fils de fou plutôt que d'admettre qu'elle était une voleuse. Mais Thaddée était un professionnel. Il n'avait aucune tolérance pour le mélodrame de banlieue. Madame, votre fils aîné n'a pas inventé les journaux IP, les documents falsifiés ou les images de sécurité de la banque, a dit Thaddée d'une voix neutre. Puis Thaddée a regardé au-delà de Monique, au-delà d'Olivier, et a croisé les yeux de Jules, qui était toujours figé sur le porche. Jules Duval, a appelé Thaddée. Jules a tressailli comme s'il avait été frappé par la foudre. Il a regardé autour de lui avec fureur comme un animal piégé cherchant une issue, mais des agents fédéraux sécurisaient le périmètre de la pelouse. Il n'y avait nulle part où courir. Oui, a couiné Jules. La voix profonde et confiante de l'entrepreneur en crypto-monnaie avait complètement disparu. J'ai un mandat d'arrêt fédéral pour vous pour complot en vue de commettre une fraude par virement bancaire et recel de fonds fédéraux volés, a annoncé Thaddée. Descendez du porche et gardez vos mains visibles. Ce fut le moment où l'illusion s'est complètement brisée. Ce fut le moment où Jules, l'enfant prodige, a montré à tout le monde de quoi il était fait. Jules n'est pas descendu du porche avec dignité. Il n'a pas essayé de défendre sa famille. Au lieu de cela, il a levé les mains en l'air, son visage se tordant en un masque de terreur laid et pathétique. Et il a immédiatement jeté son père au loup. Je ne l'ai pas fait, a hurlé Jules, sa voix brisée. Je n'ai pas pris l'argent. C'était lui. Il a pointé un doigt tremblant directement vers Olivier. C'est mon père qui l'a fait. Il a transféré l'argent. Il a acheté la voiture. Il m'a dit que c'était son argent. Je ne savais pas qu'il était volé. Il m'a menti. Le silence absolu qui a suivi la trahison de Jules était suffocant. Olivier a regardé son enfant prodige, son fils préféré, l'enfant pour lequel il avait sacrifié mon avenir. Olivier avait commis un crime fédéral pour acheter une voiture de sport à Jules. Et au moment même où les conséquences sont arrivées, Jules l'a vendue sans la moindre hésitation. Le regard de dévastation totale sur le visage d'Olivier était profond. Le fondement de toute sa vie. La conviction que Jules était un fils loyal et brillant, s'est effondrée en poussière juste devant tout le quartier. Papa, dis-leur, a supplié Jules, les larmes coulant sur son visage, ruinant ses cheveux parfaitement coiffés. Dis-leur que c'était ton idée. Je suis une victime ici. Agent, attrapez-le, a ordonné Thaddée. Regardant Jules avec un dégoût à peine dissimulé, deux agents ont monté les marches sur le porche. Ils ont attrapé Jules par les bras, l'ont fait pivoter et l'ont plaqué face contre le revêtement nouvellement rénové de la maison. Le cliquetis métallique des menottes a résonné sur la pelouse. Jules a commencé à sangloter de manière incontrôlable, un son aigu et plaintif qui a fait physiquement grimacer les voisins et reculer. Olivier n'a pas résisté lorsque les agents l'ont menotté. Il est resté là, les mains attachées derrière le dos, fixant le sol d'un air vide. Son empire était parti. Son enfant prodige l'avait trahi. Il ne lui restait plus que le froid métal serré contre ses poignets. Le FBI était arrivé et il ne faisait que commencer. L'effondrement psychologique d'une famille toxique n'est pas un processus lent une fois que la vérité est enfin exposée à la lumière du soleil. Il se produit en un instant violent et catastrophique. J'ai regardé à travers le pare-brise de ma voiture de location la scène sur la pelouse de mes parents se détériorer d'un événement social haut de gamme en un spectacle public d'humiliation. Les agents fédéraux opéraient avec une précision mécanique. Pendant que Jules et Olivier étaient fouillés et embarqués à l'arrière de VUS noirs séparés, une équipe secondaire d'agents a commencé à se diriger vers la maison et la Porsche bleue. Monique était l'épicentre de l'effondrement. Elle avait passé des décennies à cultiver l'image de la matriarche riche et parfaite. Toute son estime de soi était liée à ce que les femmes de son club de jardinage pensaient d'elle. Et maintenant, ces mêmes femmes se tenaient sur sa pelouse, chuchotant derrière leurs mains,
regardant son mari et son fils être poussés dans des véhicules fédéraux. Monique ne pouvait pas le supporter. La dissonance cognitive a court-circuité son cerveau. Elle a arrêté de crier sur les agents. Elle a arrêté de défendre Jules. Elle s'est juste tenue au milieu de l'allée, regardant sauvagement les visages de ses voisins. Elle a essayé de sourire, un étirement macabre et terrifiant de ses lèvres qui la rendait démente. C'est juste un malentendu fiscal. Tout le monde, a crié Monique à la foule, sa voix tremblant violemment, juste une erreur administrative avec l'ancienne entreprise d'Olivier. Nous aurons réglé ça pour le dîner. S'il vous plaît, profitez des mini-crabes. Personne ne s'est dirigé vers les mini-crabes. Quelques voisins ont même tourné le dos et ont commencé à marcher rapidement vers leur propre maison, désespérés d'éviter d'être associés à une scène de crime fédéral. Puis l'un des agents s'est approché de Solange. Solange était toujours debout près du porche, sa robe de cocktail blanche semblant ridicule sur le fond des gilets tactiques. Elle fixait Jules à l'arrière du VUS avec un regard d'horreur pur et non dissimulé. « Madame » a dit l'agent, tendant un petit sac à preuve en plastique. La bague à votre main gauche a été achetée avec des fonds volés tracés dans notre audit médico-légal. C'est une preuve fédérale. J'ai besoin que vous l'enleviez et me la remettiez tout de suite. Solange a regardé l'agent. Puis elle a regardé la bague en diamant de 2 carats. On pouvait pratiquement voir les engrenages tourner dans sa tête. C'était une chasseuse de statues qui s'était attachée à Jules parce qu'elle pensait qu'il était une étoile montante dans le monde de la crypto-monnaie. Maintenant, elle réalisait qu'elle était fiancée à un fraudeur qui allait en prison fédérale et que sa bague de fiançailles était un bien volé. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas juré sa loyauté éternelle à Jules. Solange a arraché la bague en diamant de son doigt si vite qu'elle a failli se griffer le doigt. Elle l'a laissé tomber dans le sac à preuve en plastique sans un seul mot. Puis elle s'est retournée, a attrapé son sac à main de créateur sur une table voisine et a marché tout droit dans l'allée, ses talons au claquant agressivement sur le pavé. Elle est passée devant le VUS où Jules pleurait sur la banquette arrière. Elle ne l'a même pas regardé. Elle a descendu la rue et a disparu au coin. Elle a abandonné le navire au moment exact où l'or s'est avéré faux. Monique a vu Solange partir et ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La réalité de la situation a finalement percé son armure d'illusion. La honte publique était trop lourde. Monique a laissé échapper un souffle étranglé. Ses yeux se sont révulsés et ses genoux ont simplement cédé. Elle s'est effondrée sur l'herbe manucurée coûteuse, s'évanouissant complètement dans sa robe de créateur à fleurs. Quelques voisins ont halté, mais personne ne s'est précipité pour l'aider. Ils sont restés là à regarder la matriarche du cul-de-sac gisant inconsciente sur la pelouse. Un ambulancier de l'équipe fédérale s'est agenouillé à ses côtés, prenant son pouls avec un détachement clinique. À ce moment-là, une énorme dépanneuse à plateau a tourné dans la rue, ses feux jaunes clignotant rythmiquement. Le camion a reculé lentement vers l'allée. Le conducteur a sauté, a déroulé un épais câble d'acier et a commencé à l'accrocher au châssis de la Porsche bleu saphir. C'était l'heure. J'ai ouvert la porte de ma voiture de location et je suis descendu dans la rue. Je ne me suis pas pressé. J'ai marché d'un pas lent et délibéré sur le trottoir, le soleil de l'après-midi chaud sur le dos de mon blazer sombre. Les voisins m'ont vu arriver. Un murmure a parcouru la foule. Ils se sont légèrement écartés, me laissant marcher jusqu'au bord de l'allée. Je me suis arrêté juste à côté du VUS du FBI de tête. Olivier était assis à l'arrière. La vitre était à moitié baissée. Son visage était gris. Il semblait 20 ans plus vieux qu'il y a 1 heure. Il a levé les yeux et ses yeux ont croisé les miens. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas prononcé de monologue de méchant. Je suis juste resté là, un homme réussi et indépendant, regardant un voleur qui se trouvait partager mon ADN. Denis, a croassé Olivier, sa voix à peine un murmure. S'il te plaît. Je n'ai pas souri. Je lui ai juste fait un seul signe de tête froid. C'était un signe de reconnaissance, une confirmation que j'étais l'architecte de sa destruction et que je ne ressentais absolument aucun remords. Je me suis détourné de lui et j'ai regardé Thaddée, qui se tenait près du porche, enregistrant les preuves. Thaddée a croisé mon regard et a fait un subtil signe de tête. Le travail était fait. Le treuil de la dépanneuse a gémi bruyamment. Le câble d'acier s'est tendu. Lentement, agonisamment,
La Porsche bleu saphir a été traînée en arrière hors de l'allée et hissée sur le plateau. Les pneus ont légèrement crissé en signe de protestation. Une fois la voiture de sport partie, l'allée semblait massivement vide. Les tentes de fête blanches flottaient au vent. Monique était assise maintenant, pleurant hystériquement dans les mains d'un ambulancier. Jules sanglotait à l'arrière d'un autre véhicule. Le faux empire avait été réduit en cendres, ne laissant que des cendres et des actes d'accusation fédéraux. J'ai tourné le dos à la maison, j'ai marché dans la rue jusqu'à ma voiture de location, je suis monté et je suis parti. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur une seule fois. L'argent peut être volé. Les voitures peuvent être achetées, mais la dignité est quelque chose que vous devez défendre vous-même. Et parfois, la forme de vengeance la plus parfaite est simplement de laisser la vérité parler. 6 mois, c'est long quand on est dans un centre de détention fédéral. Mais 6 mois passent en un éclair quand on vit enfin une vie complètement libérée de la manipulation toxique. Beaucoup de choses se sont passées au cours du semestre suivant la descente à Maplewood Estate. Le système judiciaire est lent, mais les preuves que j'avais fournies étaient un mur de béton qu'il ne pouvait pas escalader. Les journaux IP, les signatures falsifiées, les enregistrements audio, c'était le rêve d'un procureur. Jules, fidèle à sa nature lâche, a accepté un accord de plaidoyer presque immédiatement. Il a témoigné contre Olivier en échange d'une peine réduite. Il s'est avéré que le faux entrepreneur en crypto-monnaie n'avait pas l'état d'esprit implacable requis pour la prison fédérale. Il a pleuré lors de son audience de condamnation. Il a été condamné à 3 ans dans un établissement à sécurité minimale pour son rôle dans le recel et la dépense des fonds volés. Olivier a essayé de contester les accusations, invoquant la folie temporaire et la détresse financière. La juge, une femme âgée qui n'avait aucune patience pour les hommes qui volent leurs enfants, n'a pas été impressionnée. Olivier a été condamné à 7 ans de prison fédérale pour fraude par virement bancaire et vol d'identité. Le tribunal a également ordonné la liquidation immédiate de ses avoirs pour indemniser la victime. Moi. Monique n'a pas été poursuivie pénalement car il n'y avait aucune preuve numérique qu'elle ait exécuté la falsification, mais elle a tout perdu. La maison à Maplewood Estate a été saisie et vendue par la banque parce qu'Olivier l'avait fortement hypothéquée pour financer le style de vie de Jules. La Porsche bleu saphir a été vendue aux enchères par les US Marshall. Les comptoirs en marbre de la cuisine ont probablement fière allure pour les nouveaux propriétaires qui ont acheté la propriété saisie à un prix très réduit. Monique a été forcée de déménager dans un petit appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville. Ses amis du club de jardinage l'ont complètement ostracisée. Elle a essayé de me contacter plusieurs fois. Elle m'a envoyé de longs courriels décousus remplis de culpabilisation. Elle m'a supplié d'écrire une lettre de clémence au juge. Elle a joué la carte de la victime ultime en disant « Je suis ta mère, Denis. Tu n'as qu'une seule famille. Comment peux-tu être si froide avec ta propre chair et ton sang ?» Je n'ai jamais répondu. J'ai configuré un filtre qui transférait automatiquement ces courriels vers un dossier d'archives que je ne regarde jamais. J'ai appris une vérité très dure, très nécessaire au cours de ce processus. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous devez lui accorder une place à votre table. Vous pouvez trouver la paix sans accorder l'accès aux personnes qui ont essayé de vous détruire. Le sang dans vos veines ne donne à personne un laissez-passer gratuit pour voler votre avenir. Tolérer les abus au nom de la famille est juste une forme socialement acceptable d'autodestruction. Grâce au processus de confiscation des avoirs fédéraux et à la vente de leur domaine, j'ai récupéré environ 80% de mon argent volé. Cela représentait environ 145 000 $. Ce n'était pas la somme totale, mais c'était suffisant. Je ne suis pas retourné à Tokyo. Au lieu de cela, je suis allé dans le Nord-Ouest Pacifique. J'ai trouvé un terrain dans une zone calme et très boisée de l'Oregon, à des kilomètres de la banlieue la plus proche, à des kilomètres des associations de propriétaires et du faux prestige. J'ai acheté une petite cabane solide en cèdre et en pierre. Elle n'a pas de comptoir en marbre. Elle n'a pas de cave à vin, mais elle a une immense cheminée en pierre, une connexion internet par satellite à haut débit pour mon travail de consultant en cybersécurité, et un large porche en bois qui surplombe une vallée remplie de pins. Chaque matin, je me lève à l'aube. Je prépare une cafetière de café noir fort. Je sors sur le porche, m'assieds dans une chaise à bascule en bois et j'écoute le silence absolu et ininterrompu des bois. Personne ne me demande mon argent. Personne ne me traite d'égoïste pour avoir priorisé ma propre vie. Personne ne traite mon existence comme une utilité à épuiser.
J'ai construit un pare-feu autour de ma vie numérique pour protéger les données d'entreprise. Mais il a fallu une trahison massive pour que j'apprenne à construire un pare-feu autour de ma propre âme. J'ai 32 ans et pour la première fois de ma vie, je suis complètement en sécurité. Je suis l'enfant invisible qui a enfin cessé d'essayer d'être vu par des gens qui étaient volontairement aveugles. J'ai choisi moi-même et je ferai le même choix 1000 fois. Certaines personnes en ligne, des parents éloignés et des singes volants ont dit que j'étais trop impitoyable. Ils disent que j'ai détruit ma famille pour de l'argent. Ils disent que j'aurais dû simplement accepter la perte financière, les poursuivre en justice civile et partir sans envoyer mon père et mon frère dans une cellule en béton. Ils me disent que menotter ma famille était un acte de pure cruauté. Mais je crois que protéger les criminels des conséquences de leurs actes juste parce qu'ils partagent un nom de famille est la vraie cruauté. Je crois qu'exiger qu'une victime ravale son traumatisme pour protéger la réputation de ses agresseurs est une maladie.